En tout cas, il y en a un qui s'énerve, mais c'est une colère froide, donc évidemment, il ne montre absolument rien de sa colère, c'est Vladimir Poutine, sur cette question du sommet, puisque, vous venez de le dire, Donald Trump, enthousiaste, avait décrété qu'il y aurait, dans les 15 jours, ça avait surpris tout le monde, un sommet, les Hongrois s'en étaient félicités, et finalement, il n'y a plus rien aujourd'hui, sauf que, c'est parce que Donald Trump a décidé qu'il n'y aurait pas de sommet, il l'a dit, mais voilà ce que dit justement Vladimir Poutine, qui lui, alors c'est pas qu'il minimise, c'est qu'il temporise. Le président américain a décidé d'annuler ou de reporter cette rencontre. Il s'agit plutôt d'un report. Que peut-on dire à ce sujet ? Le dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes ou, a fortiori, à la guerre. Le Kremer sur les propos de Vladimir Poutine. Comme ça, en passant, il est quand même sacrément gonflé. Ensuite, oui, sur le... Non, mais vous avez raison de voilà, que Vladimir Poutine explique qu'il faut privilégier le dialogue. Très honnêtement, il y a une part de théâtre absolue. Il y a quelque chose de l'ordre de la dystopie soviétique qui est un peu lassante parfois. Pour en venir à cette séquence, il y a aussi un moment qui a été attrapé en marge du sommet de la Commission européenne, lors du point presse de Volodymyr Zelensky, quand un journaliste lui a demandé mais finalement quels étaient les résultats de Washington. Et il y a eu une séquence assez intéressante, enfin, de manière générale c'est plutôt intéressant quand il parle, mais là il s'est arrêté, il a dit qu'est-ce que je peux dire, quels sont les résultats de ma rencontre avec Trump à Washington. Donc ce qu'il a dit, c'est les sanctions, oui, d'une façon ou d'une autre. Le résultat de cette rencontre à Washington entre lui et Donald Trump, c'est les sanctions, c'est pas de réunion à Budapest sans l'Ukraine. Sous-entendu, il y a ça aussi qui a été dans les discussions côté ukrainien, qui ont toujours été d'accord pour le cessez-le-feu depuis mars de cette année, depuis Jeddah. Ils ont toujours dit OK pour un cessez-le-feu, sauf que le problème, c'est Poutine qui ne veut pas cesser le feu, vu qu'il veut détruire l'Ukraine. Et ils essayent d'expliquer ça. Et troisième résultat, c'est pas les Tomahawk, not yet. Pas encore. Voilà. Donc le journaliste reprend à la volée comment ça, pas encore. Voilà. Mais écoutez, et là, il sourit un peu et dit chaque jour amène quelque chose. Donc tout est possible. Donc ce que ça traduit quand même, quand on suit de près les déclarations côté ukrainien, c'est qu'il n'y a aucun renoncement sur la question des Tomahawk et que la question de la rencontre à Budapest, même si évidemment à 1 milliard d'égards, le choix de cette localité résonne funestement en Ukraine et qu'il y a quelque chose d'extrêmement pervers à dessein d'envisager cette rencontre à cet endroit-là avec le jeu d'Orban, de Trump au milieu, est quelque chose d'insupportable. Mais ce qui est encore plus insupportable pour les Ukrainiens, c'est qu'ils veulent vraiment un cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'ils veulent que peut-être dormir une nuit tranquille demain après-demain. Donc quelque part, si il était question de suffisamment de force, cette fameuse fait par la preuve, c'est-à-dire de ramener Poutine à un endroit sans exigence délirante, mais en tout cas qu'il y ait une forme d'action diplomatique entourée de livraison d'armes, de défense aérienne, évidemment, c'est ça la diplomatie par la force, ça veut dire la diplomatie armée. Les Ukrainiens ils prennent, et peut-être même qu'ils enverraient une délégation à Budapest sans finalement... bien des problèmes, mais le vrai problème de l'Ukraine, c'est d'obtenir quand même que cessent les bombardements toutes les nuits sur les civils. En tout cas, on se rend compte que ce sommet reporté est une question importante, puisque Kirill Dmitriev, qui est ce citoyen russe qui est né en Ukraine. Attention, je refais son petit CV en direct, en rapide, parce que c'est quelque chose. Il est né en Ukraine, il a été diplômé des meilleures universités américaines, Stanford, Harvard, il a été avocat, banquier d'affaires, consultant chez McKinsey, banquier chez Goldman Sachs, donc c'est quand même un CV extrêmement américain. Il est russe. Il est russe, il est l'envoyé spécial de Vladimir Poutine sur ces questions économiques et il se trouve aujourd'hui même où ? Eh bien justement aux États-Unis. On n'a pas bien compris avec mon chef d'édition Aurélien s'il était à New York ou à Washington, mais il est aux États-Unis. Pourquoi ? Il prétend que ça n'est pas du tout parce que il y a cette question de sommet reporté, mais que c'était une rencontre prévue de longue date. Mais surtout, plus intéressant, c'est que il remet toute la faute sur l'Ukraine.
C'est l'Ukraine qui refuse de résoudre les problèmes, les questions accumulées qui doivent être traitées. C'est pourquoi nous ferons savoir à nos collègues américains que l'Ukraine, malheureusement, perturbe le dialogue pourtant nécessaire et le fait à la demande des Britanniques et des Européens qui veulent que le conflit continue. Votre avis, est-il à New York ou à Washington? Il ne veut pas le dire. On s'était dit avec Aurélien que les rues ressemblaient plutôt à New York. Mais il va aller à Washington. Il ne veut pas dire avec qui il va rencontrer de l'administration Trump. Et ça arrivait dans les jours. Oui, on peut imaginer potentiellement Steve Witkoff, qui a l'air d'être un petit peu son miroir dans l'administration américaine. Son homologue, c'est ce que certains médias disent. Alors, tout le monde les compare les uns les autres, sauf que Dmitriev est infiniment plus éduqué et plus au courant et de ce qui se passe du point de vue géopolitique et des tactiques de négociation dont on a besoin dans ce cas que Steve Witkoff, qui s'est déjà fait complètement retourné et ridiculisé parce que c'est lui... Mais c'est de bonne guerre, chacun choisit son représentant. Mais c'est monsieur levé de sanctions, il a une fonction. Oui, parce que c'est celui qui est en charge et qui connaît par cœur, les arcanes de l'administration américaine, il connaît extrêmement bien les États-Unis. Deux, c'est lui qui a la caisse noire, c'est-à-dire c'est lui qui a l'équivalent du fonds souverain russe. Et il est envoyé... Il est chef du fonds souverain, vous avez raison, c'est important de souligner. Bien sûr, c'est ça qui se joue. Et c'est en général lui qu'on envoie à Washington, c'est leur homme à Washington, parce qu'il est en charge d'aller, je vais faire simple et vulgaire, mais en gros, il est chargé du roulage dans la farine financier. C'est-à-dire que là, on peut vous le faire. Parce que il est chargé des intérêts russes. Oui, il est en charge parce qu'il l'a déjà fait et il est envoyé à chaque fois qu'il est question des sanctions. Qui sort du chapeau? C'est Dmitriev qui a pour mission d'aller proposer un méga deal sur je sais pas quoi, de terres rares qui n'existera probablement pas, mais en tout cas, il est envoyé par les forces russes pour essayer de faire quelque chose sur les questions de les sanctions. Et pour moi, ce que ça signe, la présence de Dmitriev en urgence à Washington, c'est que les sanctions, ça fonctionne, que c'est un problème pour le Kremlin et qu'ils envoient leurs cartouches classiques, mais là, ils sont à court d'idées parce que c'est assez grossier. Tout le monde a vu et tout le monde commence à connaître le rôle de Dmitriev dans l'échiquier géopolitique. Jean de Glignasti. Dans ses propos, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il répète la position traditionnelle russe, à savoir il faut régler les causes fondamentales, les nombreux éléments qui permettent de régler à fond et durablement le conflit. Il y a un élément que Zelensky a acquis lors de son entretien, difficile d'ailleurs avec Trump, qu'il a cité aussi, c'était que c'est la première fois depuis assez longtemps que les Américains, Trump, revient à l'idée du cessez-le-feu et non pas au règlement d'un accord définitif avec tous les éléments de fond du conflit. Et le gel sur les lignes de démarcation du conflit, c'est pas du tout la position russe. Et là, Trump, maintenant, est du côté des Ukrainiens. Ouais, Dmitriev, tout à l'heure, disait que les sanctions n'auraient aucun effet sur l'économie russe, mais sa présence à New York puis à Washington demain, certainement, prouve le contraire. Ce que disait Aline. Et je pense que les Russes paniquent là, pour l'équilibre de leur budget. C'est la survie, quand même, du budget fédéral russe qui en dépend. Et le type qui va causer pognon et qui va causer des choses sérieuses, c'est Dmitriev. Malheureusement, comme le disait Samantha, les Américains ne sont pas capables de mettre en face de Dmitriev des gens compétents. Il y a aussi cette autre question qui, à mon avis, doit l'occuper, c'est que les Européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'utilisation des fonds russes gelés pour les adosser à un crédit pour l'Ukraine, mais aussi une des grandes pièces maîtresses, si jamais ceci devait se mettre en place, serait que les États-Unis se joignent aux Américains dans le cadre du G7. Et là, à mon avis aussi, Dmitriev doit être envoyé par un Kremlin qui panique aussi à l'idée que ces avoirs russes soient bloqués encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc là, c'est son rôle, comme l'a dit Aline, dans le fond comme chef du fonds souverain russe, est absolument clé dans toute cette affaire. Il faut toujours ça. Hier, les réactions sur le terrain en Europe, évidemment, sont toujours les mêmes. La Russie est toujours en train de mener cette guerre hybride, puisque
hier, pas plus tard qu'hier, pendant 18 secondes, ça peut paraître court, mais en fait, c'est long pour les spécialistes de la question. Pendant 18 secondes, eh bien, des chasseurs russes ont violé l'espace aérien, cette fois-ci lituanien. Bien sûr, Moscou dément. Et du côté de la Douma russe, c'est-à-dire du Parlement, un député qui s'appelle Andrei Kolesnik, qui appartient à la commission de défense, en rajoute une couche, en remet une couche en disant que, je le cite, nous sommes plus près que jamais à un conflit, peu importe ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, bien sûr, c'est nous, ce sont les observateurs européens, les dirigeants européens. Nous avons l'une des meilleures armées du monde. Michel Goya, est-ce que ça vous paraît une déclaration... Bon, évidemment, elle vient d'un député propagandiste de la Douma, mais une des premières armées du monde, c'est pas souvent qu'ils le disent comme ça. Ça faisait peut-être un peu longtemps, parce que maintenant il y a quand même un petit doute. Cette première armée du monde, une des meilleures du monde, elle est un peu tenue en échec par l'Ukraine. Bon. Je rappelle que le budget de défense était à peu près de 10% de celui de la France juste avant la guerre. Alors que celui de la Russie ne cesse d'augmenter. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous sommes très près d'un conflit. Alors, conflit, ça veut dire conflit avec nous. Oui. Et ça veut dire très concrètement que quand le chef d'état-major des armées en France dit qu'il faut se préparer à un choc russe dans 2-3 ans, c'est traduit à Moscou. Les Français sont en train de se préparer pour nous attaquer dans 2-3 ans, systématiquement. Donc c'est ça qu'ils disent. Attention. En fait, c'est exactement le même discours que le chef d'état-major des armées de général Mandon, mais inversé, et il faut se préparer à une attaque de l'OTAN dans 2-3 ans. En gros, c'est ça. Et pour ça, il dit, attention, oui, mais heureusement, nous avons une des meilleures armées du monde, ce qui n'est pas faux. Attention. Et grande, meilleure... Non, ça dépend ce qu'on entend par meilleure. Une des plus puissantes. Nous avons une des plus puissantes armées du monde. Oui, parce que meilleur, ça fait quand même plus d'1 an qu'ils essayent de prendre, par exemple, une ville comme Pokrovsk. Pokrovsk, c'est quand même une petite ville. Parce qu'en face, ils ont une autre puissance militaire qui s'appelle l'Ukraine. Voilà. Une autre des armées parmi les plus puissantes du monde maintenant, c'est l'Ukraine. Bien sûr, voilà. Et je voulais ajouter, ça dépend aussi de ce qu'on entend par meilleur. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une éthique particulière? Est-ce que ça veut dire qu'on respecte un peu la vie des soldats, qu'on fasse un peu tout pour protéger? Non. Donc de ce point de vue-là, parce que les mots précis, là, il emploie le mot meilleur. Non, je ne crois pas que l'armée russe soit la meilleure armée du monde, au sens où elle envoie des soldats à usage unique, qu'elle ne rattrape pas ces soldats tombés au combat, qu'elle massacre des civils. Donc ça dépend aussi de ce qu'on met par meilleur. En revanche, il y a du monde, ils ont du monde à sacrifier dans les envois de vagues de chair humaine à plein d'endroits de son front où les soldats russes meurent par milliers sur des petites villes de 60 000 habitants. C'est parce qu'on appelle techniquement une formidable armée. En revanche, en termes d'attrition, oui, ils n'ont aucun scrupule à sacrifier. Non, mais c'est important. C'est une des armées les plus dangereuses du monde, on va le dire comme ça. L'armée russe. Oui, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas besoin de se mobiliser. Dangereuses. Ouh là là, mais je ne pensais pas que ça allait tous vous faire réagir. Moi, je vais très court. Ils sont très efficaces en une chose, c'est à nous endormir. Parce que là, non, mais je vais vous expliquer. Un avion russe viole l'espace aérien de l'OTAN, lituanien de l'OTAN. Ce sont 2 Eurofighter Typhoon qui l'ont raccompagné. Donc c'était des Espagnols. Voilà, comme c'est la règle, puisque la Lituanie ne possède pas d'armée. Mais vous vous rendez compte, il y a quelques semaines, un avion russe pénétrait dans le ciel aérien de l'OTAN. C'était la une de toutes les chaînes, et pas seulement chez nous, parce que nous parlons beaucoup de ces questions-là. Aujourd'hui, moi, je l'ai entendu parler ce soir, parce que autant dans ma presse britannique que française, alors la presse espagnole, je ne sais pas les regarder, finalement, c'est passé inaperçu. On commence à avoir l'habitude. Vous connaissez l'histoire de la grenouille dans l'eau bouillante? Oui. Eh bien, on la chauffe petit à petit et on ne sent plus quand elle bout. Eh bien là, c'est classique. Donc oui, c'est une très bonne armée. Ils sont aussi très très bons pour faire des petites choses. Voilà, on va continuer à piquer. Et bien bientôt, ils vont même plus. En tout cas, meilleure armée du monde ou pas. Je vais maintenant vous citer les propos de monsieur Sergueï Narishkin, qui est... oui, Samantha fait un petit commentaire. Vous savez, Sergueï Narishkin, c'est celui qui dirige les services extérieurs du renseignement russe. Voilà ce qu'il dit. Ensuite, on va s'arrêter un instant sur qui il est. Mais voilà ce qu'il dit, lui, sur, évidemment, le fait que nous, les alliés européens et l'OTAN,
nous nous préparons à la guerre contre la Russie. L'augmentation, dit-il, de la production de l'industrie militaire européenne a été lancée. Des mesures de mobilisation et de propagande visant à convaincre la population de l'agression russe ont été mises en place. Les alliés européens de l'OTAN se préparent à la guerre contre la Russie. Alors, un instant, qui est M. Narychkine ? M. Narychkine, vous vous souvenez que la veille, littéralement la veille, c'est-à-dire le 21 février 2022, il avait été humilié par Vladimir Poutine, l'espace d'un instant. Je crois qu'on peut revoir la séquence. Il avait été humilié et il avait bredouillé devant Vladimir Poutine, juste avant l'invasion. Je soutiendrai. Parlez directement. Je soutiendrai la proposition de reconnaître. Vous soutiendrez ou vous soutenez? Parlez directement, Sergueï. Je soutiens la proposition d'admettre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk dans l'entité étatique de la Fédération de Russie. Nous ne parlons même pas de cela. Ce n'est pas de cela dont nous discutons. Non mais donc effectivement il s'agissait de Vladimir Poutine voulait imposer, voulait préparer son invasion. On était à quelques heures de l'invasion et l'alibi illégal c'était de dire que la Russie reconnaissait la République populaire de Donetsk et de Lugansk, et Narychkine avait du mal à le dire. Vous vous souvenez, Aline Makremer? C'était une séance d'humiliation publique, au-delà du public, à l'international, parce que cette image, elle a circulé tant tout le monde était assez stupéfait d'assister à ça. Il y a une forme de perversion. Mais aujourd'hui, il est rentré dans le rang, vous voyez. Si tant est qu'il en était sorti. Ce qui est patent dans le système Poutine, c'est que Narychkine, il est le symbole d'un SVR, d'un service de renseignement extérieur russe, qui a fait défaillance depuis 3 ans, qui a sous-évalué la capacité ukrainienne à résister, à s'opposer à l'offensive russe de février. Pour vous, le SVR a failli. Le SVR a totalement failli. Pour vous, les services de renseignement russes, depuis l'invasion, ont failli. Non, pas tous. Le FSB et le GRU, je pense, à l'heure actuelle, sont les enfants de chouchou sont les enfants de chouchou de Poutine. Et pour Narychkine, je voulais aussi ajouter que son épouse Narychkina a fait 2 étés de suite ses courses en France au Faubourg Saint-Honoré, rue du Faubourg Saint-Honoré. Voilà, donc l'Occident honnit quand même de temps en temps pour aller faire des courses. Oui, enfin on lui a donné un visa. Si elle est là, Vincent Crouzet, c'est qu'elle a un visa. Oui, et c'est particulièrement scandaleux. Elle n'est pas là illégalement. Oui, mais c'est scandaleux. Voilà, vous trouvez ça scandaleux. Samantha de Mendert sur Narychkine. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit en 2022, c'est qu'en fait, il a annoncé une chose qui ne s'est réalisée que beaucoup plus tard. Donc, on peut aussi se demander si tout ça n'était pas vraiment planifié à l'avance, mais beaucoup plus planifié qu'on ne peut l'imaginer. Mais sur Narychkine aujourd'hui, là, on peut se dire qu'il est en train de répéter la leçon, de ce qu'on lui a dit de dire, que ce sont les Européens qui font de la propagande, alors que les Russes, depuis 2-3 ans, sont en train de complètement réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, pour dire que tout le monde a attaqué la Russie, y compris les Français qui avaient des bataillons nazis à Berlin contre lesquels les Russes se sont battus quand ils sont arrivés en 1945. Narychkine dit, oui, il dit la vérité, les Européens sont en train de se réarmer, mais pourquoi ? Parce que la Russie dépense plus de 7% de son PIB pour s'armer. Donc évidemment qu'en face, on ne va pas juste rester là, les regarder, à se dire on va se battre contre les Russes avec des retraités. Non, on va aussi se réarmer. Mais Narychkine est une figure extrêmement importante du poutinisme. C'est le chef du renseignement extérieur. Je ne partage pas totalement son analyse parce que je trouve que le FSB a fait pas mal de bêtises aussi. Bien entendu. Et surtout sur son analyse de ce qui se passe en Ukraine. Et le SVR a aussi sous-estimé la capacité des Européens. Je pense qu'ils pensaient qu'on ne ferait rien du tout. Je pense qu'ils sont quand même surpris par le fait qu'on soit en train de se réarmer aujourd'hui. Malgré toutes ces sanctions américaines, nouvelles américaines dont on vient de parler, européennes, puisque c'est le 19e paquet de sanctions qui a été voté hier, eh bien une enquête d'un consortium, une enquête du journal britannique Times révèle, avec un consortium européen et américain, puisqu'il s'agit de journaux comme Le Monde, l'Espresso et le Washington Post, que des sous-marins russes de la flotte de l'Arctique ont été construits à l'aide de certains composants occidentaux. La Russie
utilise des équipements pour protéger sa flotte de sous-marins nucléaires dans l'Arctique, équipements secrètement acquis, selon cette enquête, auprès d'entreprises européennes, américaines et asiatiques. Vincent Crouzet, est-ce que ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas, parce que d'abord, ce sont des équipements qui ont aussi des applications civiles. Alors ça dure depuis 2014, oui, c'est dans la dernière décennie. Certainement depuis très longtemps. En plus, souvent, ce sont des équipements de la haute technologie qui est vendue sous licence asiatique ou moyenne-orientale. Là, en l'occurrence, c'était à Chypre, je crois, c'était à Limassol que les acquisitions ont été faites. Limassol, on sait que Chypre, quand on se pose à Chypre, on voit le nombre de jets privés des oligarques russes l'été, c'est affolant. Donc non, c'est pas surprenant. Ensuite, ce qu'il est d'autant moins, c'est que c'est dans le cadre d'un programme, donc d'une opération qui s'appelle Harmony, qui est en fait un programme riposte, un programme réponse au programme américain SOSUS, qui était déjà un programme donc de surveillance des grandes profondeurs dans l'Arctique. Et c'est un programme qui est développé en fait depuis 1963. Donc voilà, c'est pas un truc nouveau. Michel Goya, sur ces éléments, c'est-à-dire il s'agit de capteurs, de télécommandes, de certains éléments qui aident les systèmes russes à détecter les sous-marins de l'OTAN et à protéger les armes nucléaires russes. Bon, en fait, ce qu'on comprend, c'est que l'économie mondiale, sanctions ou pas, guerre ou pas, tout est complètement interconnecté. C'est très difficile de couper tout. Plus spécifiquement, effectivement, il faut bien comprendre que dans l'Atlantique, dans le nord de l'Atlantique, il y a une guerre électronique qui se joue depuis très longtemps, depuis la guerre froide. C'est le point de sortie vous avez ce qu'on appelle le bastion. Le bastion, c'est là où sont les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins russes. Ils sont dans l'Arctique. Voilà, ils sont positionnés. Le bastion, ça s'appelle ? Oui, ils appellent ça le bastion. Enfin, ils en ont deux. Un dans l'Arctique, un autre dans le Pacifique. Oui, alors dans l'Arctique, ils n'ont pas beaucoup. Et donc voilà, c'est là où vous avez tous les sous-marins qui sont là. Et accessoirement, c'est l'axe d'entrée vers l'Atlantique. Et l'Atlantique, c'est le lien États-Unis-Europe. Et donc face à cette entrée, vous avez ce qu'on appelle le GUC. C'est Groenland, Islande. Le GUC ? Le GUC. Alors ça, vous m'apprenez quelque chose. C'est Groenland, Islande, les îles Faroé, Shetland et le Royaume-Uni. Donc c'est la barrière, c'est l'entrée de l'Atlantique. Et là, en fait, vous avez toute une série de capteurs sous-marins ou terrestres qui cherchent à essayer de voir, notamment en particulier ces sous-marins qui passent par là. Et donc tout le jeu des Soviétiques avant et des Russes, c'était de déjouer tous ces capteurs et notamment d'utiliser leur propre système électronique, et également en défensive, de protéger leur bastion avec quelque chose qui se voulait d'équivalent. Donc vous avez une vraie guerre depuis très très longtemps dans cette région qui se passe sous l'eau. Et plus largement, effectivement, et c'est une vieille tradition soviétique, on copie, on s'inspire, on pille tout ce que l'on peut des technologies occidentales. Il y a une période... Ça fait mauvais genre quand on est en train de sanctionner. On a beaucoup de mal à sanctionner et on se rend compte, grâce à cette enquête, Aline Lebas-Crémer, qu'il y a des composants qui viennent de chez nous. Justement, et d'ailleurs, et français aussi. La chef de la commission des affaires étrangères, elle a évoqué justement un des points clés quand on parle de sanctions, c'est leur application et comment on garantit, on surveille l'application et qu'on fasse. Oui, elle mettait déjà en doute. Vous avez raison. Elle dit que c'est pas suffisant le fait que Trump dit sanctionner. Il ne va pas falloir. Je la vois parce qu'elle est assez punchée. Hésiter à défoncer les portes pour que se fasse respecter. Ce soit appliqué. Voilà. Donc c'est Émilie Thornby qui me semble-t-il, je crois, son prénom, a expliqué ça cet après-midi parce qu'ils sont furax. Ceci dit, il y avait déjà des alertes sur d'autres dossiers parce que dans les carcasses de missiles ou de drones qu'on retrouve au milieu des civils en Ukraine, il y a des tas de composants. L'Ukraine n'arrête pas de dire on retrouve des composantes du Japon, américaines, de toutes les nationalités. C'est la question de ces composants qui sont soit volés, soit récupérés parce qu'ils ont une fonction duale et donc détournés pour aller dans ce type d'utilisation militaire. Mais en fait, on voit à quel point, comme Michel le disait aussi, tout est tellement interconnecté parce que aux États-Unis, en Europe, nous avons aussi besoin de composants chinois pour beaucoup de ce que nous fabriquons. Si demain les États-Unis rentrent en guerre avec la Chine, est-ce qu'ils vont maintenant il y a pas mal de puces qui ne sont plus fabriquées ni en Chine ni à Taïwan, mais dans d'autres pays asiatiques. Mais finalement, nous sommes tous tellement dépendants les uns des autres. C'est peut-être une bonne chose parce que peut-être qu'on ne se fera jamais vraiment la guerre, mais
Mais c'est le thème de La Grande Illusion, le livre qui dit la guerre juste avant la Première Guerre mondiale, il dit une guerre mondiale est impossible parce que nous sommes interconnectés. Et que ce Alors que Lénine disait au même moment, les capitalistes nous vendront la corde qui servira à répandre. Merci.